Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voici au premier entretien d'ici de l'année 2019. Vous le savez, nous avons souhaité placer cette nouvelle année sous le prisme de la métamorphose. Celle d'Issy Moulineaux, depuis près de 4 décennies, telle que présentée par le talentueux Raymond Depardon, au sein de notre musée, dévoilant son regard sur les bâtiments emblématiques de notre ville. Nous vous invitons à aller découvrir cette exposition, paysage d'architecture, une promenade à Issy, qui illustre brillamment la transformation de la ville de banlieue industrielle, on vous en parlera, photographiée par Robert Doisneau dès le début du XXe siècle. Elle est le résultat de l'immense chemin parcouru au long de ces décennies pour faire de notre territoire un modèle durable, responsable, solidaire, citoyen, qui rayonne par son extraordinaire attractivité. C'est ensemble que nous avons su façonner cette terre dynamique où cohabitent harmonieusement performance environnementale, mixité sociale, dialogue entre tous les acteurs de la cité. C'est une ville qui respire, un organisme vivant qui se développe et qui attire. Je vous invite également à découvrir l'Hôtel de Ville sous un nouveau jour lors de 3 projections en soirée de dimanche à mardi prochain. Vous y vivrez en lumière les émotions, les rencontres, les passions des lycéens à travers l'évolution architecturale de la cité, des icebergs de verre, des phares, des fenêtres lumineuses. La conférence de ce soir intervient donc en ouverture du cycle de conférences que nous vous avons concocté dans le cadre de Métamorphose, Issy se réinvente. Il a vocation à développer une réflexion sur la ville de demain et ses enjeux. Le paysage urbain soulève en effet des questions d'ordre esthétique, social, environnemental. Ce cycle donne la part belle à l'architecture qui participe à la vie quotidienne et au bien-être de chacun. Nous accueillerons ainsi, après Pascal Desfarges, quelques-uns des grands architectes qui sont intervenus ou vont intervenir à Issy. Françoise Reynaud, le 28 mars. Pour l'anecdote, c'est l'ancienne compagne de Jean Nouvel. J'avais trouvé que rompre avec Jean Nouvel, c'était un signe d'intelligence. Bon, enfin bon, je n'en dirai pas plus, évidemment. Daniel Libeskind, que connaît bien notre orateur, le 11 avril. Christian de Portzamparc, le 16 mai. Salva et Selma Mikou, le 6 juin. En passant, la piscine, on vient de renouveler le contrat de gestion, et la piscine Feng Shui accueille 120 000 personnes par an. On gagne de l'argent. Un record. Les 2 piscines gagnent de l'argent. C'est quand même formidable. Alors que toutes les piscines sont des gouffres ordinaires. Eh bien, nous, on a, là encore, sans concurrence entre les deux sœurs marocaines qui font une piscine Feng Shui avec succès. Ce sont donc les héros d'aujourd'hui qui ont doté ou qui vont doter la ville d'un site ou un édifice emblématique. Ce soir, nous accueillons Pascal Desfarges, qui accompagne depuis 15 ans les structures culturelles, les collectivités et les médias dans une démarche transdisciplinaire autour des usages et enjeux des technologies émergentes. Ça va pour l'instant. Vous développez, cher Pascal Desfarges, des actions autour de la société collaborative, des cultures numériques et de l'innovation sociale. Et vous réfléchissez notamment à l'appropriation par le citoyen de l'espace public. Cela n'est pas pour rien que vous êtes commissaire pour la Biennale internationale de design 2019 de Saint-Étienne sur la thématique de la ville contributive. Vous montrez comment les nouvelles technologies, et le numérique en particulier, favorisent l'émergence de nouveaux lieux collaboratifs qui créent du lien social. Avant de vous laisser la parole, il me faut vous rappeler le report, bravo Fabienne, de la date du dernier entretien d'Issy consacré à l'intimité des grands, consacré à Victor Hugo. Il aura lieu le 13 février à 20h dans ce même hôtel de ville, puisqu'il y avait le même jour un conseil et Victor Hugo. Il me reste donc à vous souhaiter à toutes, à tous, une agréable et enrichissante soirée. Vive Monsieur Desfarges.
Bien. Bonsoir à tous. Et merci, monsieur le maire, de m'accueillir une nouvelle fois. La dernière fois, c'était autour des Smart Cities chinoises. Vous vous souvenez? Le public a changé. Le public a changé, parce que la dernière fois, je n'avais que des Chinois comme public. Donc, c'est assez surréaliste. Peut-être qu'on peut... Voilà. Bien. Alors, mon sujet, c'est la ville contributive. Donc, je vais évidemment vous expliquer cette notion. Peut-être en amorce, c'est lié à l'idée de démocratie. C'est lié à l'idée de démocratie, et Dieu sait que la démocratie est questionnée aujourd'hui, pas simplement en France, le phénomène des gilets jaunes, mais aussi la montée des populismes, par exemple. La question de la démocratie, elle est prégnante aujourd'hui. Et je ne vais pas vous parler de démocratie participative. Je vais vous parler de démocratie contributive. Alors, dans un premier temps, c'est quoi la différence? La démocratie participative, c'est que nous, des experts, avec des élus, nous allons imaginer un équipement sans tenir compte du citoyen. Et puis une fois qu'on aura imaginé l'équipement, on fera rentrer tout le monde dans la salle des fêtes, c'est une métaphore, et on demandera au citoyen « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et le citoyen va dire on va un peu plus de jaune à droite, on va biffer un peu, et puis éventuellement on va prendre en compte son avis. La démocratie contributive, c'est quand on co-construit, alors je ne vais pas envoyer de 9 langues parisiennes, même si on est très proche de Paris, mais de co-design. Co-design. Je co-construis, je co-invente, je co-imagine l'équipement d'un bout à l'autre avec le citoyen. La démarche contributive, c'est celle-ci. Alors d'où vient-elle? Elle a des origines, et je vais vous parler de numérique, mais peut-être pas dans ce que vous pouvez imaginer du numérique, c'est-à-dire sans faire de ce qu'on appelle du technocentrisme. Je ne vais pas vous parler de technologie, je vais vous parler de culture numérique. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est un très vieux schéma. Ce schéma date de 1965. Vous voyez? C'est un des pionniers de l'Internet qui l'a réalisé, qui s'appelle Paul Baran, qui est décédé aujourd'hui. Et la date officielle de naissance d'Internet, c'est octobre 69. Quand on sait qu'en juillet 69, on posait le pied sur la Lune, vous imaginez, l'année 69 n'était pas qu'une année érotique, mais un point de départ d'une rupture de civilisation. Et entre 65 et 69, on a enfermé à peu près 70 chercheurs dans un laboratoire secret qui s'appelait l'ARPA, et on leur a demandé, en pleine guerre froide, contexte c'est ça quand même, la paranoïa anti-soviétique, on leur a demandé d'imaginer un immense réseau mondial d'ordinateurs, interconnectés. Alors, il s'est posé plein de questions, mais il y a une question qui a été fondamentale et qui nous impacte aujourd'hui au quotidien, et la question est la suivante. Quelle sera la forme de ce réseau? Alors aujourd'hui, en informatique, on ne dit pas forme, on dit une architecture de réseau. Architecture de réseau. Si vous êtes dans un espace multimédia, vous avez une architecture de réseau d'ordinateurs. Donc là, c'était penser l'architecture du réseau, et le mot architecture, mais à l'échelle planétaire. Alors dans un premier temps, ils ont proposé un réseau qui aurait eu un centre. C'est le schéma de gauche. Oui, de gauche. Qui aurait eu un centre, et le centre se serait situé à Chicago, et de ce centre se seraient connectés des dizaines de milliers d'ordinateurs. L'armée américaine qui finance le projet, je précise que l'armée américaine n'invente pas Internet, elle le finance. Ce sont les universitaires américains qui l'inventent. Et donc, l'armée américaine analyse le projet de ces jeunes chercheurs, qui d'ailleurs étaient nourris au LSD par la CIA. Oui, parce que si vous prenez un mathématicien qui a 25 ans, qui a 140 de QI et que vous lui faites prendre du LSD, vous ouvrez des synapses. Et donc, il est encore plus intelligent. Après, les effets secondaires, c'est autre chose. Et l'armée va faire une énorme croix sur ce projet de réseau centralisé. Pourquoi? Très simple. Un missile nucléaire sur Chicago, et tout le réseau s'écroule. Alors, ils reprennent un peu de LSD, ils retournent au travail, et quelques mois plus tard, ils proposent une deuxième forme de réseau. Non pas un réseau centralisé, mais un réseau décentralisé. C'est le schéma du milieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres. Alors à l'époque, ils avaient conçu 2 centres aux États-Unis, un en Asie, un en Europe, et ces 4 centres étaient connectés, interconnectés entre eux. La paranoïa est telle à l'époque que l'armée américaine dit 4 missiles soviétiques bien placés, et le réseau s'écroule. Ce que vont alors inventer ces chercheurs, personne ne l'avait jamais imaginé dans l'histoire de l'humanité, si ce n'est le philosophe Leibniz ou un de ses disciples français, Gilles Deleuze. Ils inventent un réseau qui n'a pas de centre. C'est le 3e schéma. Et ce réseau, on lui donne un nom.
On appelle ça un réseau distribué. Et c'est le réseau Internet que vous utilisez tous les jours. Il n'a pas de centre. C'est un filet. Vous voyez, mon agence s'appelle Retis. Retis en latin, ça veut dire le filet du pêcheur. C'est l'origine du mot réseau en latin. Et donc, c'est un filet. Il n'y a pas de centre. Et s'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de chef. Je répète. S'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de chef. On appelle ça aussi le réseau pair à pair. En anglais, peer-to-peer. Pair à pair, point à point. Ce réseau maillé, qui n'a pas de centre, permet à n'importe qui de se connecter avec n'importe qui. Le jeune Mark Zuckerberg à Harvard, quand il invente le principe du réseau social d'étudiants, qui deviendra Facebook, que sait-il? Oui, où est son intelligence? Elle est dans la compréhension de cette architecture. Il se dit, mais comme il n'y a pas de chef et que tout le monde peut se connecter avec tout le monde, je vais mettre en place une plateforme dans laquelle tout le monde pourra devenir ami, et je mets des milliers de guillemets à ami. Tout le monde, c'est en appliquant ce modèle qu'il invente Facebook. Vous avez le droit de m'interrompre. Je suis quelqu'un qui peut être interrompu en plein milieu. Parce que je suis atteint de logorée, donc je parle tout le temps. Où est mon... Voilà. Ce réseau maillé nous fait passer... Alors, si on reprend le réseau centralisé, on est dans le monde hiérarchique. On est dans la hiérarchie, la figure de la hiérarchie. Et nous savons tous aujourd'hui que nous sommes en train de passer d'un monde hiérarchique à un monde collaboratif. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas. Je vais vous donner 2 exemples très concrets et très rapides. La salle de vente aux enchères. Plus de 40% des salles de vente aux enchères en province sont fermées. Dans une salle de vente aux enchères, quand vous achetez un objet, vous avez un personnage très important. C'est une figure juridique. C'est le commissaire-priseur. Attention, officier de justice. Il a un maillet. Il a le maillet de la justice. Et c'est lui qui décide qui achètera tel ou tel objet. Je me souviens d'un film avec Jerry Lewis où il y a un vase Ming à 5 millions de dollars à New York et puis il se gratte la tête. Il est au fond de la salle, c'est Jerry Lewis. Adjugé. C'est le commissaire-priseur, figure hiérarchique qui décide. Mais aujourd'hui, en 2019, si monsieur le maire ouvre son ordinateur et lance son navigateur préféré, le logiciel libre Firefox, et qu'il tape « chaise verte Liebeskind », chaise de... Eh bien, il va avoir un lien, il va cliquer sur le lien. Oh, le site s'appelle leboncoin.fr. Qui met des objets dans le Bon Coin? Les gens. Qui les achète? Les gens. Où est le commissaire-priseur? Plateforme collaborative. D'accord? Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un tour de table d'actionnaires qui ramasse l'argent. Mais le modèle, c'est le modèle distribué pair à pair. Uber contre les taxis. Regardez bien les mots. La linguistique est souvent très importante. On dit la centrale des taxis. Quand j'étais plus jeune, j'appelais la centrale avec mon téléphone à fil. La centrale, c'est-à-dire qu'il y avait une dame qui me disait, ben voilà, vous voulez un taxi à telle heure. Mais avec Uber, je me promène dans la rue, j'ouvre mon app, le moindre taxi en réseau distribué qui passe me prend. Ça va pour ce passage d'un monde hiérarchique à un monde collaboratif? Eh bien, ce passage, il est dû à ces chercheurs des années 60 qui ont inventé cette architecture du réseau qui est en train de transformer complètement notre vision du monde. Nous passons d'un monde hiérarchique à un monde collaboratif et nous passons de la notion de territoire centralisé à la notion de territoire distribué. Ça aussi, j'explique souvent ça aux élus. C'est qu'à cette vision du monde correspond aussi la notion de territoire. Le territoire centralisé, c'est quoi? C'est la mairie qui est au centre de la ville ou du village, avec le monument aux morts, et qui représente le pouvoir. C'est aussi l'axe central entre Paris, le grand axe, qu'on appelle le grand axe, qui va de l'Arc de Triomphe à la Grande Arche. Tous les hommes politiques prescients qui ont une vision de l'histoire ont su que s'incruster sur cet axe, c'était rester dans l'histoire pendant 1000 ans. François Mitterrand a tout à fait réussi cette option. Il a dit, je vais faire une plus grande arche que Napoléon, pour commencer. Et puis, quant au palais de Louis XIV, je vais lui mettre une pyramide. Eh bien, en s'inscrivant dans l'architecture de cette grand axe, il va rester dans l'histoire. En tant qu'en tout cas, constructeur, la notion de réseau de centre. Le territoire décentralisé, c'est quoi? C'est l'intercommunalité, c'est le PCI, c'est la décentralisation, Mitterrand aussi, 83, c'est les intercos et la fusion des communes aujourd'hui et la loi NOTRe. Moi, mon métier, il va se résumer à une question. Quel sera l'impact de ce réseau distribué, interconnecté,
sur les territoires. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, comment ça se traduit maintenant? Soyons un peu plus concrets. Ce que vous avez en haut à droite, c'est comment se traduit en termes informatiques ce réseau distribué. Vous voyez pas, il n'y a pas d'ordinateur central, ils sont tous connectés les uns aux autres. Mais derrière les ordinateurs, il y a qui? Des humains. Donc forcément, les humains peuvent se connecter les uns aux autres. S'il n'y avait que les humains, ça serait simple. Mais bientôt, nous rentrons dans la ville connectée, la ville des objets connectés. L'émergence, tout sera connecté. Tout, vos oreilles même. Je vais vous montrer un petit peu après. Vos vêtements, les meubles, une bouteille, tout absolument sera connecté. À terme. On prévoit, je crois, 30 millions d'objets connectés en 2020, 2021, hein, ce qui est absolument ahurissant. Et donc, il n'y a pas que les humains connectés qui fonctionnent en mode pair à pair. Il y a aussi les objets. Et il y a aussi forcément la ville. Et moi, j'appelle ça la ville distribuée. Une ville qui s'interconnecte, hein, qui est distribuée. Alors, ce modèle distribué provenant de l'origine d'Internet, il a un impact sur nos cultures. C'est là où la culture rentre en jeu. Car quand on est né avec Internet, hein, inutile de vous dire que vos enfants qui ont 25 ans, ils sont nés avec le numérique. Ils sont nés avec Internet. Et quand on est né avec Internet, eh bien, on acquiert une certaine culture. D'abord, la culture du mode distribué pair à pair. Le nombre de gosses qui ont piraté des films ou des musiques en utilisant ces fameux logiciels peer-to-peer qui permettaient de s'échanger des fichiers, encore aujourd'hui, hein, qui permettent de s'échanger des fichiers au nez à la barbe des grands groupes industriels ou du groupe Canal+, eh bien, c'est le mode pair à pair. Le mode pair à pair, c'est celui aussi où je contribue. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, les gosses, ils contribuent. Les jeunes publics, même les moins jeunes, aujourd'hui, les gens de 40 ans ont des cultures numériques. Eh bien, ils contribuent, ils partagent. Il y a une culture du partage, il y a une culture du lien, il y a une culture de la contribution. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça peut générer de l'intelligence collective. Hein, et de la capacité à produire ce que l'on appelle des communs, ou des biens communs. Alors, très vite, rapidement, définition de la notion de commun, de bien commun. Un bien commun n'est pas un bien public. Le bien public, c'est nos impôts qui servent à payer les infrastructures de la ville, le feu rouge, le panneau ou le mobilier urbain. Le bien commun, c'est une communauté de gens qui se réunit, qui partagent des valeurs et qui vont partager du savoir, des compétences, des outils en commun. Vous connaissez tous ici un outil de bien commun qui est mondial, Wikipédia. Wikipédia n'appartient à personne. Wikipédia, personne n'est payé. Wikipédia n'a aucun but lucratif. Et si vous tapez n'importe quel mot-clé dans un moteur de recherche, dans les 5 premiers liens, vous aurez Wikipédia. C'est la plus grande encyclopédie de tous les temps. C'est le livre infini de Borges, le livre qui ne se finit jamais. Eh bien, qui contribue? Les citoyens. Cette culture de la contribution, elle est bien là. Les gens contribuent à cette encyclopédie sans réclamer du pouvoir, de la légitimité intellectuelle ou de l'argent. Il y a bien une culture de la contribution qui émane de ces logiques. C'est ce qu'on appelle un bien commun. Mais je vais vous donner un autre type de bien commun. Aujourd'hui, on voit émerger dans les territoires ruraux, surtout, des grénothèques que l'on pose souvent dans les bibliothèques. Qu'est-ce que c'est une grénothèque? Une bibliothèque de graines partagées, libre de droit. C'est-à-dire que les gens donnent des graines, et on s'échange des graines, et il y a un catalogue de graines. Eh bien, près de 75 grénothèques en France, il y a un an, il y a la grande journée nationale des grénothèques. Ça permet aussi de revitaliser certaines races de fruits et de légumes. Hein. Mais ça s'appelle du bien commun, car ces graines appartiennent à tout le monde, et à personne. Ma réflexion, elle, sur cette ville où le citoyen contribue, c'est aussi une réflexion critique par rapport à la Smart City. La notion de Smart City, c'est la ville dite intelligente. Alors déjà, sachez que smart ne veut pas dire intelligent, mais rusé. Clever veut dire intelligent. C'est cette ville où le citoyen peut contribuer, c'est une ville qui va rééquilibrer la Smart City. C'est quoi la Smart City? C'est une coupole cybernétique numérique qui se pose sur la ville. Et qui, avec des algorithmes, qui va brasser des gigas, des tonnes de données qui sont produites par la ville.
Un exemple, je donne juste un exemple parce que je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le sujet, mais je vous ai catalogué un certain nombre de capteurs. Dans une ville, on va mettre des capteurs pour capter toutes sortes de données. Alors regardez le nombre de capteurs, hein, capteur de pression, capteur de température, capteur d'humidité, capteur de mouvement, capteur de couple, capteur de vitesse, capteur de position, capteur de force. La future voiture autonome, automatique, ou le futur bus automatique, sera bardé de ces capteurs. Ces capteurs captent quoi? Des données, des data. C'est ce qu'on appelle le big data. Hein. Et tout ça est géré par l'intelligence artificielle. Et ce n'est que le début. Hein. Que le début. Pour ne pas trop vous faire peur, la ville de demain fait qu'on va intégrer dans notre propre corps les technologies. Vous voyez, je vous ai mis quelques exemples hein, qui sont déjà en expérimentation. Hein, par exemple, vous passerez près de votre voiture, vous aurez juste à passer la main comme ça, la voiture s'ouvrira, vous passerez à la caisse du supermarché et vous aurez tout payé, puisque vous aurez une puce ici. Hein, vous avez même en ce moment des implant parties, des gens qui se réunissent pour se mettre des puces. Ça, c'est la ville Smart City. Alors, bien sûr, ça a des avantages. Ça optimise la gestion de l'énergie, ça optimise les transports, ça rend la ville plus intelligente pour les élus et pour la collectivité qui permet de comprendre, ça produit des statistiques. Mais cette ville, nous, citoyens, on ne la contrôle pas. Elle nous est imposée. La Smart City, nous n'y couperons pas. On n'y coupera pas, c'est un paradigme. Le paradigme numérique, il ne va pas tout d'un coup disparaître. Au contraire. Et mon souci, moi, c'est comment donner aux citoyens les moyens d'agir. Il ne s'agit pas de nier la Smart City, il s'agit de la rééquilibrer par une dimension plus humaine. Et pour moi, la vérité de la ville du futur, c'est trouver cet équilibre entre cette ville technologique hein, et ou numérique, cybernétique même, et puis une ville à dimension humaine. Je continue, je ne vais peut-être pas vous passer toutes les diapos, sinon j'en ai pour 3 heures. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intelligence. À la ville dite intelligente, je lui oppose l'intelligence de la ville. Et l'intelligence de la ville, c'est les humains, c'est la médiathèque, c'est le musée, c'est le centre d'art, c'est le centre social. C'est ça l'intelligence de la ville. C'est les associations, c'est les collectifs. Hein. C'est l'intelligence des humains. Et donc pour moi, la ville de demain, c'est une ville qui trouve son équilibre entre les deux. Alors, on voit émerger dans toute la France en ce moment des lieux tout à fait bizarres, des espaces publics un peu étonnants. On leur donne un nom, ce nom ne me plaît pas trop parce qu'il ne reflète pas véritablement la vérité, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. On les appelle des tiers-lieux. Des tiers-lieux. En médiathèque, on appelle ça des troisièmes lieux. Ces tiers-lieux, alors je vais passer, regardez bien, ça c'est un article du Monde qui date de septembre dernier. Le phénomène des tiers-lieux s'impose à l'État. L'État va impulser 110 millions d'euros dans la création de ces lieux. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? C'est assez complexe à expliquer comme ça. Mais si vous prenez le modèle pair à pair distribué et que vous l'appliquez à des lieux avec des vrais gens, hein, vous appliquez ce modèle pair à pair dans des lieux physiques avec des humains, vous obtenez ce qu'on appelle un tiers-lieu. La meilleure définition qu'on ait pu me donner, c'est une dame qui s'appelle Suzanne, 74 ans, je crois qu'elle est agricultrice. Et puis je faisais une conférence devant des élus sur les tiers-lieux, et puis la dame vient me voir, elle me dit « Monsieur Desfarges, j'ai bien compris ce que c'était votre truc, là, les tiers-lieux. C'est Facebook, mais en vrai. Facebook, mais en vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lieux? Ah. Oui. Ces lieux, ils fonctionnent sans hiérarchie. Il n'y a pas de chef dans ces lieux. Il y a un coordinateur. Alors on lui donne un nom bizarre. Hein. On appelle ça un concierge numérique, un connecteur pair à pair, hein. Parfois un dictateur éclairé. Hein. Ce sont des nouvelles façons d'aborder la gestion d'un espace public. Et ce connecteur pair à pair, c'est quoi son travail? Quel est son objectif? Connecter les gens entre eux, connecter les compétences entre eux, connecter les générations entre eux et faire en sorte que les gens contribuent. Je vous donne un exemple. Dans un tiers-lieu, vous avez un senior qui a 78 ans, il est ancien ingénieur en aéronautique. Et puis vous avez un adolescent, il voudrait apprendre à fabriquer un drone
avec le Fab Lab, donc avec une imprimante 3D. Eh bien, le rôle de ce connecteur, le rôle de ce concierge, ce sera de repérer les compétences et les savoir-faire des gens et de les connecter entre eux pour qu'il y ait transmission de savoir. Ces tiers-lieux émergent de partout. Ils sont tous uniques. Ce n'est pas un modèle, dans le sens où, par exemple, je me suis occupé du projet de tiers-lieu de la ville de Quiberon. Voilà. Ben, la ville de Quiberon, le tiers-lieu a pris une tonalité mer. Forcément, puisqu'on est au bord de la mer. Alors, dans ce tiers-lieu, on fabrique des aquariums, on va fabriquer des planches à voile avec des imprimantes 3D que les citoyens vont dessiner eux-mêmes, on va parler d'écologie de la mer. Ces lieux prennent comment dire, la couleur, c'est un peu comme les caméléons, ils prennent la couleur de leur territoire. Ils ont tous des noms uniques. Je pourrais vous en citer plein. La fabrique du Loc, à Auray, en Bretagne, un Fab Lab. Au fil conducteur, à Rouen, fabrique de couture connectée et collaborative. La quincaillerie numérique, à Guéret, qui est en train de revitaliser tout le centre-ville. Hein. Je pourrais vous en citer comme ça, Artilect, des dizaines et des dizaines, chacun d'entre eux a un nom différent. Leur modèle, c'est le mode collaboratif, c'est le partage, c'est la contribution et c'est l'échange. Et je précise, ça n'a aucune couleur politique, ni de droite, ni de gauche. Hein, que ce soit la droite ou la gauche, ces tiers-lieux émergent de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de lien social. Parce que les gens ont besoin de se retrouver. Parce que les gens ont besoin d'échanger, de parler, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, droite ou gauche. Les gens, aujourd'hui, on a subi le terrorisme, on a subi un certain nombre de choses, les gens ont besoin de se retrouver dans l'espace public et de retrouver le sens de l'espace public. Et pour moi, c'est très important. Alors, le modèle, vous l'avez là, vous voyez, lien social, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux? Il y a toujours du lien social, de l'entraide, de la contribution. Ce sont des lieux de convivialité, des lieux de mutualisation et des lieux de partage. Je vais vous donner un exemple. Ça ne touche pas que des lieux qu'on crée ex nihilo, ça touche aussi des lieux existants. L'exemple le meilleur pour moi, c'est la médiathèque. Les médiathèques, aujourd'hui, sont en train de changer. Elles sont en train de muter. Et je sais que la médiathèque d'ici les Moulineaux, il y a déjà 15 ans, était une médiathèque extrêmement innovante à son époque, qui était très en pointe. Et les médiathèques continuent. Comment? Plus de 20 ans, oui. Tout à fait. Et ces médiathèques sont en train de muter. Pourquoi? Une médiathèque, normalement, c'est un lieu de prêt. J'y vais pour aller consommer de la culture, dans le sens où j'y vais pour aller chercher un DVD, un CD, un livre. Enfin, DVD, CD, ça va plus durer longtemps, mais livres, en tout cas. Les livres vont rester. Eh bien, aujourd'hui, on voit l'émergence des médiathèques dites troisième lieu. Troisième lieu, pourquoi? C'est référence à un sociologue américain qui s'appelle Ray Oldenburg, qui a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle The Third Place, le troisième lieu. C'est quoi le troisième lieu? Ben, dans la vie, on a trois lieux. On a la maison, on a le travail et on a un hypothétique lieu de convivialité. En France, le troisième lieu type, c'est le café. C'est le café. Or, les cafés, notamment dans les zones rurales, disparaissent. Et donc, ce que dit ce sociologue, qu'il est urgent de recréer des lieux de convivialité. Et ces tiers-lieux qui émergent répondent à ça. Et donc, dans une médiathèque, comment ça se traduit? Oui. Bien sûr. C'est très lié. C'est tout à fait la suite. Vous êtes complètement raison. Parce qu'attention, les coopératives, hein, les lieux collaboratifs, ils existent depuis le 19e siècle. Sauf que là, ils sont en train de prendre une ampleur considérable. Mais revenons sur cette médiathèque. Je vais vous donner un exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Dans le Puy-de-Dôme, à Lezoux. Lezoux, c'est une intercommunalité de 15 000 habitants qui est entre Thiers et Clermont-Ferrand. Il y a une médiathèque qui est incroyable, qui est repérée dans toute l'Europe pour son innovation. En 2017, elle reçoit le prix national de l'innovation en bibliothèque. Elle n'était pas ouverte. C'est jamais arrivé dans l'histoire des bibliothèques, une bibliothèque qui reçoit un prix national alors qu'elle n'est pas ouverte. Alors, flambant neuve, hein, architecte très pointu, flambant neuve. Pourquoi elle a reçu le prix national de l'innovation? Parce qu'elle a été co-construite, co-inventée, co-imaginée par 400 habitants qui, pendant 3 ans, ont travaillé avec des experts comme moi, avec d'architectes, avec les élus. Et ils ont imaginé eux-mêmes cette médiathèque. Et cette médiathèque, elle est contributive. Qu'est-ce que ça veut dire contributive? Ben, ça veut dire que, normalement,
une médiathèque, je vais y emprunter quelque chose. Alors, elle ne déroge pas à la règle, hein, il y a des collections qu'on peut emprunter. Mais maintenant, le citoyen peut prêter à la médiathèque. Il peut prêter. Du coup, on va collectionner 74 instruments de musique. 74 instruments de musique, saxophone, violon, parce qu'on a tous des instruments de musique chez nous qui traînent dans un grenier. Hein, c'est ça le bien commun. Et donc ces 74 instruments de musique, mais la médiathèque va les collecter et va à son tour les prêter à des gens qui en ont besoin. Mais je peux aussi prêter des livres. Moi-même, moi j'ai une énorme collection de livres de théâtre, et donc le directeur de la médiathèque, comme je tiens ce discours, il m'a pris au mot, il m'a dit, tes 900 livres de théâtre, là, t'en fais quoi? Tu les regardes de façon nombriliste chez toi? Prête. Donc du coup, je vais être obligé de les prêter. Mais c'est très chic parce qu'il y aura la collection Pascal Desfarges. C'est comme les... Hein. Cette médiathèque, non seulement on prête des objets, mais on prête aussi des compétences. On prête des compétences. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le temps d'être bénévole dans une bibliothèque. Par contre, je vais avoir 2 heures un samedi, où je peux contribuer à cette médiathèque. Et imaginons qu'un jeune veuille créer une petite société, comme moi, une petite TPE. Il ne sait pas comment faire. Eh bien, si le connecteur pair à pair me met en contact avec lui, pendant 2 heures, je vais lui faire gagner du temps. Je vais lui dire ce qu'il faut faire, quel statut d'entreprise, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est-à-dire, je vais lui apprendre quelque chose. Mais à son tour, lui pourrait me régler un certain nombre de problèmes numériques ou techniques sur ma machine. Échange de compétences. Eh bien, cette médiathèque, elle est entièrement conçue comme ça. Entièrement. Vous avez des ateliers de couture. Les ateliers de couture ne sont pas tenus par les bibliothécaires, par les citoyens eux-mêmes. Des ateliers de cuisine partagés, des ateliers de menuiserie. Voilà, il se passe plein de choses. Et c'est une médiathèque qui est un tiers-lieu, en fait. Il faut que je vérifie le temps. Hein. Vous me dites si... Oui. Donc, on pourra diffuser ce... Il est libre de droit, hein, donc vous pourrez l'avoir si vous le demandez. On le donnera à la ville, vous pourrez l'avoir. Donc là, j'ai listé un certain nombre de choses qui se passent dans les tiers-lieux. Hein. Le citoyen comme contributeur, le développement des communautés, sensibiliser aussi aux mutations du travail. Le passage du monde hiérarchique au monde collaboratif a fait émerger le coworking. Le coworking, partout, des espaces de coworking. De l'ingénierie collaborative. Dans le monde des entreprises, ce passage du hiérarchique au collaboratif, on le nomme autrement, on dit les entreprises agiles. Mais c'est la même chose, faire tomber les cloisons. C'est faire en sorte d'être plus à l'écoute de ses partenaires ou de ses collègues, même si on a une position hiérarchique forte. Hein. Donc tout ça, c'est une culture qui est en train de se mettre en place. Je continue. Je vais vous donner un exemple qui est espagnol. Un exemple de lieu tout à fait remarquable. Si vous voyez en Espagne, monsieur le maire, je vous invite à aller à Madrid. À Madrid, il y a un lieu qui s'appelle le Media Lab du Prado. C'est le maire alors le maire est issu de l'économie sociale et solidaire, mais c'est quand même le maire de la capitale espagnole. Et il a mis en place un immense lieu qu'on appelle le Media Lab, et qui est un lieu à disposition du citoyen. Du citoyen pour faire quoi? Monter des projets dans la ville. Donc il y a des outils, il y a des imprimantes 3D, il y a des conseillers. C'est un lieu municipaliste, hein, avec des salariés de la ville, mais ce lieu, c'est une énorme boîte à outils pour que le citoyen repense son quartier, travaille les bas de porte, invente des jardins partagés, fasse du mobilier urbain, et donc il a mis en place ce lieu. Pour moi, c'est un lieu emblématique, parce que si on tisse la ville de 3 ou 4 lieux comme ça, on donne aux citoyens la capacité d'intervenir sur son espace, sur l'espace urbain. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, j'en ai fait comme ça 2, 3. Donc là, c'est la ville de Knoxville, dans le Tennessee, aux États-Unis, où le maire a mis en place un conseil de production locale. Donc il appelle ça le conseil de production locale, qui est en fait de créer une communauté de makers. Les makers, c'est les faiseurs. Hein. Vous savez que ceux qui travaillent dans les Fab Labs, qui fabriquent, qui inventent, qui sont dans la main, dans le faire, dans l'intelligence de la main. Hein. Et il a mis en place un conseil de production locale pour favoriser le développement de l'économie locale, de l'économie circulaire, de l'autonomie des quartiers à produire leur propre économie, hein, leurs propres fruits et légumes, leur propre mobilier, et de recentrer finalement la production, l'économie sur la ville, et ne pas s'adresser... Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous avez une association, enfin c'est plus qu'une association, c'est une grande structure qui s'appelle Open Desk,
et qui favorise la production de mobilier libre de droit. On dit ça open source. Ce mobilier, eh bien, je peux télécharger les plans et le fabriquer moi-même. Si maintenant vous avez un lieu comme le Media Lab du Prado et que j'utilise ce site pour télécharger des plans de mobilier, eh bien, quelqu'un qui a besoin d'une table, d'une armoire. Alors, je ne vous raconte pas la tête d'IKEA. Hein. Et IKEA est en train de réfléchir, je le sais, aujourd'hui, à comment ne plus avoir de grandes surfaces. Vous savez, les grandes surfaces sont en train de disparaître. Les gens ont besoin de proximité. Ils ont besoin de commerce de proximité. Ils ont besoin que les choses soient à côté de chez eux. Eh bien, même IKEA est en train de réfléchir à des plus petits magasins où on fabrique ces meubles soi-même. Autre dimension, ce qu'on appelle la Fab City. Oui. Ah, pardon. Non. Non. Comment? Oui. Il y a une forme de concurrence, mais regardez, je vous donne un exemple. Reprenons l'exemple des encyclopédies. L'encyclopédie universaliste, elle a pratiquement disparu. L'encyclopédie britannique anglaise, hein, qui date du XVIIIe siècle, a pratiquement disparu. L'encyclopédie Larousse a pratiquement disparu. D'accord? La seule encyclopédie au monde, la seule que les gens utilisent, et notamment les jeunes générations, hein, c'est Wikipédia. Donc c'est une tendance. Ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître les constructeurs de meubles, pour bien répondre à votre question. Puisque les designers et les constructeurs de meubles, les industriels du meuble, vont vendre d'autres types de mobilier. Inutile de vous dire qu'OpenDesk, on ne va pas faire du mobilier high-tech. Vous voyez, en fait, ce seront des qualités d'objets différents. Là, ça va permettre à des gens en difficulté d'avoir des meubles. Ou ça va permettre aussi l'idée de la culture de la fabrication et de la contribution et du collaboratif. Dans un Fab Lab, on va fabriquer un meuble, mais on va apprendre à le fabriquer. On va acquérir des compétences. On va transmettre une compétence à l'autre. Hein, ça a d'autres avantages. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une vraie question. Vous savez, aux États-Unis, il y a même des avions open source. Fabriquer son propre avion. Il y a même du matériel agricole. John Deere fait la tête. Quand dans un Fab Lab, on imagine une moissonneuse-batteuse libre de droit, vous voyez. Donc, et c'est aux États-Unis que ça se fait. Hein. Je continue. Alors là, vous avez un concept qui s'appelle le concept de Fab City. Fab City, c'est porté par un Espagnol qui s'appelle Thomas Diez et qui est un peu le directeur de l'urbanisme de la ville de Barcelone. Et il est aussi le Fab Lab manager du plus grand Fab Lab d'Europe, laboratoire de fabrication numérique, à Barcelone. Et Thomas Diez a développé l'idée du concept de Fab City. Fab City, c'est quoi? C'est réinventer l'économie locale. Réinventer, si vous voulez, c'est l'économie 4.0, l'économie circulaire. Et lui, il est persuadé que si on met dans les villes des réseaux de Fab Labs, car dans les Fab Labs, on ne fabrique pas que des objets en bois. Hein. Aujourd'hui, une imprimante 3D peut fabriquer en métal, en acier, en plastique, et même en peau. Hein, même le bioprints, on peut même imaginer des organes à fabriquer avec une imprimante. Toujours est-il que Thomas Diez imagine que les villes seraient dotées de réseaux, de lieux de fabrication, de lieux de production, où il y aurait l'agriculture urbaine, on y intègre aussi la notion de consommation, l'agriculture, mais aussi, pareil, les objets, le mobilier urbain, toutes sortes de choses. Et il imagine ces réseaux, et il appelle ça, alors moi j'appelle ça la ville fabricante, hein. Il appelle ça Fab City, et il est en train de faire émerger dans toute l'Europe et dans le monde entier, dans toutes les villes, cette idée de Fab City. C'est-à-dire de fabrication, de repenser l'économie des villes en économie circulaire, d'être moins dépendant de l'extérieur, moins dépendant des grands groupes, et plus s'appuyer sur la contribution des gens et des humains. Voilà. C'est un peu compliqué à vous expliquer en une petite heure, hein, comme ça. Alors, moi, évidemment, ça me plaît beaucoup, parce que c'est très parallèle à ce que moi j'essaye d'imaginer. En ce moment, je travaille pour la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole. Je suis un des commissaires de la prochaine Biennale internationale de design de Saint-Étienne, et j'ai proposé à monsieur le maire de prendre des lieux dans la ville. Alors, il y a des amicales laïques, parce qu'il y a une forte culture d'éducation populaire à Saint-Étienne, des centres sociaux,
Un théâtre qui a été brûlé par les habitants, d'ailleurs, dans un quartier sud. On a sélectionné un certain nombre de lieux, et l'idée, c'est de repenser ces lieux en tiers-lieux avec les citoyens. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire avec des ateliers citoyens dans un des quartiers. Et puis, repenser ces lieux comme des lieux contributifs, des lieux où il y a des outils pour donner la capacité aux citoyens à agir dans sa ville. Et donc, l'idée, c'est ce que vous voyez sur le schéma, c'est de mettre en place un réseau distribué, interconnecté, de tiers-lieux, chacun pouvant avoir une fonction. Il peut y avoir un tiers-lieu qui va être dédié à l'enfance, un tiers-lieu qui va être dédié aux procédures administratives, un autre qui sera dédié au contraire, je ne sais pas moi, à l'économie du bois. Ça peut être des tiers-lieux économiques, parce que vous avez des tiers-lieux à vocation sociale, à vocation culturelle et à vocation économique. Je précise que la Banque des territoires, évidemment, a un programme de revitalisation des centres-villes. Vous savez, il y a pas mal de centres-villes, alors ce n'est pas le cas du tout ici, mais dans les petites villes moyennes comme, je ne sais pas, Limoges, Guéret, Saint-Étienne, dans les villes un peu désertées, eh bien, l'État français, aujourd'hui, plutôt la Banque des territoires, imagine que si on implante des tiers-lieux dans ces centres-villes, on va les revitaliser. Hein. À Guéret, communauté d'agglomération de Guéret, la quincaillerie numérique, qui est un modèle à l'échelle nationale, hein, qui est un modèle qui fait, ils ont même été audités à l'Assemblée nationale, la quincaillerie numérique, les ados de Guéret, alors je ne sais pas si vous connaissez Guéret, mais Guéret, au mois de janvier, vous frôlez l'antidépresseur, hein, quand même. Hein. Plus maintenant, parce que j'en témoigne et parce que j'accompagne aussi, moi, ce lieu, la quincaillerie. Les ados de Guéret, ils vont vous dire, on va à la quincaille. Viens, on va à la quincaille. Pourquoi ? Parce qu'à la quincaille, on peut parler à tout le monde. Parce que tout le monde peut y rentrer. Parce qu'il y a autant un intellectuel qu'un migrant, dans le même lieu. Parce en fait, dans un tiers-lieu, on y rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans sa vie personnelle. Parce qu'on a une histoire, une culture, un cadre social, et vous vous retrouvez confronté à des gens qui ne sont pas de votre monde. Et comme ils sont et le connecteur, le concierge, fait le lien. Et vous savez très bien que le rejet de l'autre, c'est quand on ne le connaît pas. Or, ces lieux favorisent la connaissance des uns et des autres. Et favorisent aussi, c'est même un des impacts les plus puissants, l'intergénérationnel. Vraiment l'intergénérationnel. C'est-à-dire que là, ces millions de seniors qui ont 40 ans de passé professionnel, d'expérience de vie, c'est une richesse exceptionnelle pour les jeunes générations. Exceptionnelle. Moi, j'aurais adoré avoir plein de grands-pères qui m'expliquent comment j'aurais pu développer. Hein. Eh bien, ces lieux sont vraiment des lieux. Je vais vous donner un exemple. Huguette, ancienne ouvrière du cuir, petite fabrique, qui vit seule, veuve. Elle fabriquait des sacs à la main, hein, des sacs et des blousons. Eh bien, le concierge du lieu la connaît un peu, il sait qu'elle est seule, il vient la voir, il dit « Mais Huguette, tu as des compétences, tu sais fabriquer des sacs, tu sais fabriquer des blousons. » Alors, il présente Huguette à 6 adolescentes. Et il monte des ateliers collaboratifs pour apprendre à ces adolescentes à fabriquer leurs propres sacs et leurs propres blousons. Donc les ateliers débutent. Alors l'adolescente, elle fait son petit blouson, elle arrive au collège, et évidemment sa copine lui dit « Tu l'as acheté où ton blouson ?» Estime de soi. C'est moi qui l'ai fait. J'ai réussi quelque chose. Ça va ? Je continue, vous allez voir, hein, la chaîne. Des vieilles chutes de cuir qu'on a récupérées dans une fabrique. Une ancienne fabrique. Des chutes de cuir. Oui. Oui. Sachez par exemple qu'à la quincaillerie, les disques durs de la quincaillerie numérique, c'est la préfecture qui les a donnés. Ils ont trouvé le lieu tellement génial qu'ils ont donné tous les vieux disques durs à la quincaillerie. Vous voyez ? Les gens donnent, parce que les gens sont généreux. Les gens donnent leurs objets. Regardez le nombre d'objets qu'on a dans nos greniers. Vous savez, c'est le carton qu'on se dit, je vais le garder, on ne sait jamais. Et puis 25 ans après, d'accord. Alors que ça peut vraiment servir à des vrais gens. Vous voyez ? Bien sûr. Les ressourceries aussi. Hein ? Je pourrais vous donner des noms bizarres. Le nom, je finis mon histoire quand même sur les Huguette. Bien sûr. Donc Huguette qui était seule n'est plus seule. Huguette a une vie sociale. Huguette, quand on la voit dans la rue, on se dit « Ah oui, c'est la dame qui s'est... Hein » Huguette revit. Et Huguette a rencontré Maurice. 82 ans. Et oui, elle l'a rencontré où ? Dans le tiers-lieu. Ça va ?
Vous voyez bien que c'est totalement apolitique, que c'est retrouver... Alors moi, je vais vous le résumer. Je ne vais pas vous barber avec toutes mes diapos, vous les aurez. Moi, je travaille pour la Caisse pour la Banque des Territoires sur cette notion de tiers-lieu. Hein. Donc, on travaille sur vraiment des projets assez importants. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu? C'est le passage de l'espace public à l'espace civique. Et c'est pour ça que je n'aime pas dire trop ville contributive. Je préfère dire la cité contributive. Cité veut dire citoyen, civitas. Hein? Et donc, comment on passe de la ville à la cité? Ça, c'est un objectif politique. Ça, c'est un objectif politique. Et qui est apolitique. Politique au sens noble du politique. Au sens de la vie dans la cité. Hein? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un espace public neutre, où les gens ne se croisent pas, où les gens ne se parlent pas, hein, regardez le métro, hein, où les gens se regardent de loin, hein, c'est vite, à un espace où tout d'un coup je me sens bien, c'est convivial, il y a quelqu'un qui fait les connexions, et puis tout d'un coup l'espace public devient civique. Et puis j'ai envie de participer. Parce qu'en plus, quand je participe, on dit, toi tu as participé, tu as réussi quelque chose, alors il y a une estime de soi qui se construit. Il y a un travail sur la confiance. Le mot confiance est quand même une chose qui nous touche tous en transverse humain. Avoir confiance ou ne pas avoir confiance. Hein, pour moi, c'est tiers-lieu. Alors le mot est pas joli, on s'en fiche. Les Américains disent pas tiers-lieu, ils disent shared spaces ou distributed spaces, hein, les espaces partagés. Mais c'est cette idée qu'en fait, les cultures collaboratives issues du numérique sont en train d'impacter aujourd'hui physiquement, concrètement, nos lieux, nos vies. Hein, ce n'est pas simplement l'impact de la dématérialisation des services, il faut que j'achète mon billet sur Internet. Non, c'est un impact beaucoup plus profond, culturel. Hein. Ça implique l'idée de la connexion entre les gens, de l'interaction sociale. Hein. Le phénomène des gilets jaunes, et je ne porte aucun jugement, j'ai pas envie, d'ailleurs ce n'est pas mon rôle de porter jugement, chacun a son point de vue. Mais il y a une chose qu'on peut partager, c'est pourquoi il a eu lieu. Pourquoi tout d'un coup les gens se sont rebellés? On est dans un pays où la rébellion est une culture. Je vous rappellerai les jacqueries du Moyen-Âge, la Révolution française, la Commune, mai 68. Donc c'est la suite. Hein, les Français, quand ils sont très conservateurs, mais alors quand ils en ont marre, ils font exploser les modèles. Et il y a un modèle qui est né de ces explosions qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et la République française. Donc ces gilets jaunes, quand ils vont sur les ronds-points, qu'est-ce qu'ils créent? Des tiers-lieux. Des tiers-lieux. C'est-à-dire des lieux où enfin ils peuvent se parler ensemble, s'entraider. Vous voyez, quel que soit le jugement qu'on puisse poser, est-ce que le mouvement est récupéré, pas récupéré, on s'en fiche. Des gens ont besoin de parler. Et c'est parce que les gens ont besoin de parler, de s'entraider, de créer du lien social, parce qu'on leur refuse ça, qu'ils se rebellent. Donc ça touche autant les hommes de droite que les hommes de gauche, cette fois-ci. Là, on est... vous voyez, je suis d'une culture de gauche, je n'ai pas peur de le dire. Et je travaille avec Gaël Perdriau, qui est un maire de droite. Et pourquoi? Parce qu'on a tous les deux la même idée qu'il faut recréer du lien social dans l'espace urbain. Il faut créer toutes les conditions pour que les gens s'interconnectent et s'interagissent les uns avec les autres. Je crois que j'ai fini. Je suis ouvert à toute forme de questions. Merci beaucoup. Moi, je me permettrais de faire deux remarques. La première, c'est que vous avez parlé de dématérialisation. Et je pense que plus on est dans ces sujets-là, plus il y a besoin de recréer... De rematérialisation. De recréer du lien, à un moment donné. Oui. Donc que de toute façon, l'être humain, il est fait comme il est fait, et que il y aura de toute façon besoin de lieux. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, et je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le vivre ensemble, on a souvent peur de celui ou de celle qu'on ne connaît pas. Et se rencontrer, apprendre à se connaître, ça permet de ne plus avoir peur, entre guillemets, les uns des autres, et permet aussi peut-être de mieux vivre ensemble. Donc je pense que dans ce qui est créé... C'est cette idée aussi que tout le monde peut apprendre à tout le monde. Voilà, ça participe de ça et personne n'est exclu, puisque de toute façon, effectivement, et dans l'exemple que vous donniez, c'était tout à fait juste. La troisième chose, c'est qu'en tout cas, ici, les Moulineaux, nous avons
une entité qui s'appelle Mon Avis Citoyen, en tout cas une société qui a fait une étude. Et à Issy-les-Moulineaux, 94% des habitants sont satisfaits, voire très satisfaits de leur ville. Et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on crée, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on met en place, et puis il y a ce que le citoyen va en faire et ce qu'il va pouvoir aussi participer. Alors, j'utilise participer, vous avez dit tout à l'heure qu'on utiliserait un autre mot, mais comment il va pouvoir contribuer effectivement d'une manière ou d'une autre à la vie de la cité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Vous pouvez allumer le micro. Merci beaucoup. En préambule, j'autorise la femme à ma droite à me taper au cas où je suis un peu trop lent parce que je souffre des mêmes mots que vous. J'aime profondément le verbe. Et, voilà. Donc, vous êtes prévenus. Une petite tape, ça ira. Donc, oui, je partage tout à fait votre point de vue. Vous avez fait une analyse très fine, qu'on retrouve des éléments, notamment qu'avait développé Eric Sadin, ici même, il y a quelques années, à travers son magnifique livre « Le monde algorithmique ». Moi, j'observe effectivement qu'on a beaucoup de ce type de processus qui se mettent en place. Je pense, on a une application, je ne sais pas si elle y est ici, mais sur Colombe, ça s'appelle Nextdoor, qui est assez proche de ce que vous décrivez. Là. Ça a été créé ici, Nextdoor. C'est fabuleux, mais moi, je vais venir habiter ici. Pour ne pas vous interrompre, mais on appelle ici l'audacieuse. Donc, en règle générale, quand on propose quelque chose à monsieur le maire, il nous dit, est-ce qu'on est les premiers? Donc... Vous imaginez que je suis capable de venir de l'autre bout de Paris pour venir ici, c'est vous dire si c'est intéressant de venir ici. Ici. Donc, je partage aussi ce que vous dites parce que j'ai un parcours d'animateur pratique philosophique. J'ai commencé en 2001, puis depuis 2005, j'anime des cafés philo. Et bon, il y a eu un phénomène de mode, mais vous observiez dans le café, il y avait une vingtaine, 30 personnes. Et c'est vrai que depuis un an, la salle, elle est bondée. On sent effectivement ce que vous avez exprimé, le besoin des gens de s'exprimer, de réfléchir, mais même, au-delà de ça, il y a le besoin de s'emparer de la politique, je pense. Même d'être utile, de se sentir utile. Alors, c'est marrant que vous parliez de ça, parce que j'entendais dans ce que vous développez à un moment donné, l'estime de soi, la confiance en soi et en autrui. Et maintenant, on parle de sens. On est dans une culture du management, carrément, par les valeurs en tout cas. Et, du coup, c'est là où je me pose des questions sur les enjeux de demain. Est-ce que, premièrement, les citoyens, en s'emparant quelque part d'un domaine politique de manière collégiale et transversale, mettent pas en péril nos politiciens actuels? Alors, première question. Et deuxième question, et ça c'est beaucoup plus important. Il me semble que, vous imaginez bien que si je fais de la philo, c'est que l'esprit critique pour moi est quelque chose de très important. Apprendre des autres est une chose, bien entendu, on apprend toujours des autres. Apprendre de soi-même, c'est déjà quelque chose de plus pertinent. Plus vous allez vers vous-même, c'est mon principe en tout cas, plus vous allez vers vous-même et plus vous êtes pour les autres finalement. Vous n'êtes pas qu'une projection de l'autre, vous êtes une projection de vous-même. Alors là, vous me lancez sur un tout autre débat. Excusez-moi, non. Mais c'est parce que je viens de la philo. Mais justement, vous allez comprendre. Est-ce que, selon vous, la mise en place de ces Smart Cities va privilégier l'esprit critique ou va faire de nous des artifices? Alors, tout dépend de cet équilibre entre cette ville numérique algorithmée qui se met en place, ce monde d'ailleurs, c'est pas que la ville, hein, le monde algorithmé, l'intelligence artificielle se met en place, tout dépend de l'équilibre qu'on lui trouve. C'est-à-dire que, effectivement, le monde est en train de devenir automatique. Le monde devient automatique. Les voitures sont automatiques, la ville est automatique, tout va être géré de manière automatique. Hein. L'automatisme, c'est un des grands paradigmes du XXIe siècle. Hein. Les avions automatiques, voilà. Donc la ville va devenir automatique. Et si elle est automatique, vous comme moi, on ne maîtrise rien. Hein. On ne maîtrise rien. C'est l'intelligence artificielle qui maîtrise. D'accord ? Alors après, il y a plein de questions qui se posent subsidiaires. L'intelligence artificielle gère des monceaux de data, big data, de données. À qui appartiennent-elles ? Comment on les utilise ?
comment on les traite, hein, c'est un des grands débats de société. Moi, j'estime que si on n'a que cette vision de la Smart City, on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en France, hein, dans le monde entier aujourd'hui, on est en train de repenser cette fameuse idée de Smart City qui était très marketée, on va dire, il y a quelques années, et maintenant on la repense. Et on la repense pourquoi ? Parce qu'on a oublié l'humain. On a oublié la décision, le libre arbitre de l'humain. Hein. Et pour moi, c'est ça, c'est trouver cet équilibre avec le libre arbitre de l'humain. Et puis l'humain aussi, est-ce que ça remet en cause les politiques de donner aux citoyens les moyens de contribuer ? Ben, pas du tout, si c'est le politique qui donne les moyens. Il ne s'agit pas de construire des collectifs citoyens contre le pouvoir municipal. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je suis dans l'optique où de persuader les élus de mettre à disposition des citoyens des outils pour repenser. Les 400 personnes qui ont imaginé la médiathèque de Lezou, 400, les élus ont bien donné leur accord. Croyez-moi, si quelqu'un critique la médiathèque de Lezou en disant ce bâtiment est nul, les 400 personnes vont venir voir la personne en lui disant dis donc toi, c'est nous qui l'avons conçu, c'est nous qui l'avons inventé. Donc politiquement, l'élu, il est tranquille. Puisqu'il a donné les outils et les moyens aux citoyens de penser sa médiathèque, alors les citoyens défendent la médiathèque. Et donc tout le monde est gagnant. L'élu est gagnant, la médiathèque elle-même est gagnante, et les citoyens sont gagnants. Pardonnez-moi, le citoyen, du coup, trouve son utilité, mais l'élu aurait-il encore son utilité pour le Comment ? coup ? Le citoyen va trouver son utilité, mais l'élu aurait-il encore son utilité ? Mais bien sûr, parce que c'est lui qui met en place ces outils, qui les décide. Il ne s'agit pas pour moi de nier le pouvoir de décision de l'élu. C'est pas le pouvoir de décider qui change, c'est la manière de décider qui change. C'est ça qui est un peu différent. Mais la décision, c'est comme dans les entreprises. Hein. Faites une entreprise collaborative, oui. Une coopérative, ça peut marcher. Mais vous savez très bien qu'il y a toujours des leaders. Vous savez très bien qu'il y a toujours des gens qui vont prendre des décisions, qu'il y a des décisions juridiques, par exemple, à prendre. Mais cette décision, elle sera prise en accord avec le collectif. C'est ça qui est un peu le différent. Hein. Donc, vos questions sont très profondes. Je ne vais pas avoir le temps d'y répondre. Vous voyez, c'est le rapport à l'altérité en philosophie. Le rapport à l'autre. Qui change. Le tiers-lieu repense le rapport à l'autre. C'est ce que vous disiez. Il y avait une autre question ? Bonjour. À propos de tiers-lieux dans les lieux publics, moi j'ai fait partie des gens qui ont fait de l'éducation populaire sur la place de la République au moment des nuits debout. Moi, je ne voulais pas faire nuit debout, je voulais faire jour debout et ça me suffisait. Donc, dans les tiers-lieux, c'est nuit debout tout le temps. Et c'est aussi nuit debout. Tout le temps. Ils dorment quand même, j'espère. Oui, oui. Voilà. Mais donc, ça date pas des gilets jaunes simplement, c'est une suite tout cela, oui, comme vous l'avez dit, c'est une histoire, suite de choses. Et donc, il avait été réclamé à l'époque que la place de la République ait une partie de la place consacrée à une agora. Et l'agora, ça date pas d'hier. Voilà. Oui. Et tout ça pour dire que vraiment, le numérique, peut-être par son excès de désincarnation, justement, de virtuel, nous a réveillés quelque part ce que nous avions à l'intérieur de nous. Parce que dans les villages, c'est pas un mythe, je vous assure, pour être à Issy-les-Moulineaux et ailleurs, oui, avant le matériel, on le partageait et on continue à le partager. Ne serait-ce que les agriculteurs, les coopératives agricoles. Exactement. Donc les coopératives ont été déviées aussi. Les selles, on a eu beaucoup dans la vie rurale française pour sauver aussi la donne d'une certaine pauvreté, de faire des échanges. Alors moi je voudrais donc, je vous remercie de cette réflexion justement tout à fait actuelle et aussi philosophique. À Issy-les-Moulineaux, et on remercie les équipes justement d'avoir toujours un petit peu une longueur d'avance. Et moi, je suis 3e génération d'ICN et ravie d'être venue. Qu'est-ce qu'on peut faire à Issy ? Exemple. Le nombre de fois où je croise des personnes âgées, où je croise des familles, où je croise une maman enceinte, quand tire un d'un côté, la poussette de l'autre, elle aimerait bien avoir un banc pour s'asseoir. Oui. Alors, sur une vision sécuritaire, on a beaucoup supprimé les bancs. Et donc, est-ce qu'on pourrait innover en faisant un travail collaboratif dans un tiers-lieu, en co-réalisation de dynamiques de bancs et de pointer où est-ce qu'on pourrait les mettre. Et si on les co-réalise, ça fera un coût beaucoup moindre. Et ça sera assez amusant, justement. Oui. Voilà, c'est un exemple lancé. Alors, je pense aussi au jardin.
Oui. J'ai la chance d'être là-haut, en haut d'ici, où il y a encore un certain nombre de jardins, et il y a des lieux qui... On sent que, bon, nous, on se bataille un petit peu dans nos quartiers, hein, on met les gens en relation, justement, pour éviter que des promoteurs fassent des immeubles de ces jardins. De façon à ce que, moi j'ai une vision un petit peu plus lointaine, qu'on ait un petit peu d'agriculture de quartier. Si on n'a plus de terre, si on n'a plus que du béton, on va la faire comment l'agriculture? Moi je peux le faire sur ma terrasse, vous pouvez venir sur la terrasse. Autrefois dans Paris, il y avait des vignes. Hein. Ah ben il y en a toujours. Il y en a ici des vignes, il y en a ici à côté de Saint-Étienne. Et on les agrandit. Voilà. Est-ce qu'on peut... est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que Mme Ladzé, M. Santini a lancé des initiatives dès maintenant sur qu'on ait un sorte de grand débat, mais tout à fait incarné dans notre ville, et qu'on lance des initiatives à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 2 remarques. La première qui me plaît beaucoup, c'est l'éducation populaire. C'est l'éducation populaire. Dans les années 80-90, on a un peu méprisé ça. C'était un peu distant. Voilà. Et en fait, en ce moment, c'est une très forte revitalisation de l'éducation populaire. Et les tiers-lieux, quand je vois un vieux de l'éduc-pop, vous savez, c'est le vieux post-marxiste de l'éduc-pop, qui sont parfois sympathiques, très cultivés et très intelligents, des gens avec qui moi j'aime dialoguer en tout cas, ils me font votre truc, là, les tiers-lieux, là, monsieur Desfarges, j'ai fait ça pendant 30 ans, hein, vous n'inventez rien. Hein. Et quelque part, il a raison. Il a raison, sauf que ce qui est nouveau, c'est les cultures numériques. C'est ça qui est nouveau. C'est le mode distribué pair à pair. Hein, car l'éducation populaire était aussi très hiérarchisée, hein, croyez-moi. Mais ce rapport à l'éducation populaire, c'est bien le partage, l'échange de compétences entre les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le banc dont vous parlez. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait ce qu'on fait dans un tiers-lieu. C'est tout à fait ce que fait le maire de Madrid. C'est-à-dire, effectivement, un groupe de citoyens dans son quartier, le banc a disparu dans les années 60, hein, en Espagne, et puis il y a des gens qui veulent un banc. Eh bien, plutôt que d'acheter un banc qui a été décidé par la mairie directe, la mairie donne du temps, donne des outils, donne un endroit, un lieu public, pour réimaginer le banc. Et les citoyens sont très frais, seront très fiers. Ça veut dire qu'il y a 40 personnes qui, dans des ateliers collaboratifs, avec un designer, alors le designer, lui, il peut être choisi par la mairie, et ils imaginent le banc. Et quand les gens passent après dans la rue, c'est mon banc. C'est ça l'appropriation. C'est nous qui l'avons pensé. Quant à la mairie, le banc lui coûte à peu près 10 fois moins cher, voyez, et j'allais dire, l'investissement politique est à plein pot. Non mais, vous voyez, c'est ça, et c'est une formule. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est ni de droite ni de gauche. C'est apolitique, et donc très politique. Je ne sais pas comment dire ça. C'est pas politicien, c'est politique au sens noble, au sens de la police, la cité. Pour compléter la réponse, il y a au fort, dans un de nos nouveaux quartiers, des jardins partagés. Voilà, donc il y a des lieux comme ça, même lorsqu'il y a des projets immobiliers et qu'il y a des promoteurs, il y a aussi la réflexion et la remontée de citoyens aussi qui vont nous dire, qui vont écrire à Monsieur le maire ou qui vont participer à des conseils de quartier. À Issy-les-Moulineaux, on est une des premières villes à avoir mis en place ces conseils de quartier avec une démocratie participative, une démocratie locale. Vous pouvez chacun aller dans le conseil de quartier de votre quartier et faire des propositions. Monsieur le maire a donné des budgets conséquents, donc il y a de vrais projets qui voient le jour parce que différents habitants se sont mis ensemble. Et je ne sais pas si la démocratie participative est un tiers-lieu puisqu'elle est peut-être très organisée, mais elle peut aussi évoluer. Il ne tient qu'aux habitants de pouvoir participer aussi à des lieux et à des moments qui existent pour pouvoir ensemble faire remonter des éléments et tout à fait concrétiser. Et l'histoire du banc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est tout à fait, ça peut être tout à fait ce cadre-là. Avec la réserve, nous l'avons expérimenté tout récemment dans le quartier du Melmenan. Il y avait un joyeux bordel avec les 2 bistrots. Ah oui. Je ne sais toujours pas qui a autorisé ces 2 bistrots à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que c'est un adjoint? Mais j'en ai débarqué quelques-uns depuis pour ça. Est-ce que c'est le préfet? Je ne vois pas très bien l'intérêt d'ouvrir un bistrot de minuit à 3 heures. Sauf à échanger...
Non, mais le banc n'est pas en cause. Ils étaient au chaud là-dedans. Et des gens très agressifs, parce que la première maison, c'était de l'échangisme. Eux, je les avais repérés, excusez-moi, parce que je suis docteur en droit, par la commission des impôts directs. J'ai dit, tiens, c'est marrant, ils ont une très belle maison, ces gens-là, qui vaut 5 millions. Et on me dit, profession, un bistrot. Non, ils doivent vendre des produits spéciaux, non? On m'a dit, c'est pas tout à fait des produits qui vendent, c'est des services. Ah oui! Donc on avait une maison d'échangisme. J'ai rien contre. C'est pas interdit l'échangisme. Hein. Monsieur Strauss-Kahn, je crois, y allait souvent, y compris avec Madame Claire. Il paraît, hein. Ça date de l'Antiquité. Hein, oui, tu parles l'Antiquité de Strauss-Kahn. Et donc, il y avait 2 bistrots face à face, et les gens du quartier nous alertaient. Alors le banc, quand on a refait tout le quartier, le conseil de quartier a été consulté. Ils ont dit, premièrement, monsieur le maire, fermez ces 2 bistrots à minuit. C'est ce que j'ai fait. Ils ont attaqué, hein. Je signale parce que ces gens-là, ils ont de la tchatche. Hein. Ils ont attaqué, ils ont été déboutés pour une fois. Et pour le banc, tout le monde est pour le banc, sauf quand on a la petite bande sous la fenêtre qui vient picoler, qui fume et tout, et c'est le joyeux bordel. Et là, on a assisté à une empoignade avec les 2 femmes remarquables qui président le comité de quartier et les autres qui disaient « Pourquoi vous ne mettez pas un banc ?» Donc, le banc, c'est gentil, mais il y a 2 faces. Hein. Si vous l'avez sous vos fenêtres dans la soirée, il faut laisser les gens... Moi, j'ai laissé les gens débattre. Oui. C'est eux qui ont dit à la fin « On ne veut pas de banc. » Voilà. Mais on a respecté les programmes. Là, on va avoir le grand débat. Moi, je dis au préfet, vous savez, ici, il y a le conseil des anciens, il y a le conseil des jeunes, il y a le conseil... Ça n'arrête pas. On va confier ça au conseil économique et social. C'est tout. Et c'est eux qui vont organiser le débat. Je ne vais pas aller servir de bouée de secours à Macron. Donc, les gens ici ont l'habitude de débattre tout le temps. Là, il y a un mois, il y avait ici le conseil communal des jeunes. Évidemment, il y avait 2 petits gosses qui étaient très dégourdis, black, s'il vous plaît. Un qui fait Polytechnique et l'autre qui fait Sciences Po, des gosses de la ville. Alors, quand ils interviennent en urbanisme, ça m'intéresse, parce qu'ils sont très intelligents. Et il y avait les 2 architectes Valode et Pistre ici qui sont des bons. C'est eux qui font le cœur de ville, qui ont fait le siège de Johnson & Johnson. Ils étaient tout à fait à la hauteur. Hein. J'ai donc demandé que le conseil des aînés soit également saisi pour ne pas être en retard, parce que c'était les gosses qui étaient très en avance. On parlait avec notre ami de Winnie Maas, le Hollandais. Il est fou, Winnie Maas. Il est fou. C'est lui, madame, qui met les maisons dans les serres. Il est venu me voir et il m'a dit, alors il a forcé la porte. Je lui ai dit, mais on ne se connaît pas. Il dit, vous ne me connaissez pas, mais vous avez pris Libeskind. Et je suis au moins comme Libeskind. Libeskind, c'est quand même lui qui a remporté Ground Zero, etc. Bon. Et lui, il a 800 projets dans le monde. Et quand d'abord, il est venu présenter ses projets ici, dans le cadre de la métropole, et il a envoyé son équipe pour une réunion avec tout le quartier Verdun. Les gens ont applaudi quand il a présenté ses serres, ses maisons. Alors les jardins, c'est un quartier en hauteur. Et les balcons servent de jardin. C'est automatique. Les gens ont applaudi. Vous savez, faire applaudir la vue de Verdun, c'est pas évident hein, quand même, hein, parce qu'on est en train on les reloge, etc., et ça se passe bien. Mais vous avez raison, les jardins partagés, maintenant, ça fait partie du pactage. Hein. Ça, tout le monde en veut, ça se passe très bien. Mais encore une fois, pour les bancs, alors là, c'est le point sensible. Hein. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas de bancs, du coup, ceux qui en voulaient comprennent pourquoi il n'y en a pas. Voilà, ça porte aussi à la connaissance et l'échange. C'est ça aussi, c'est pas obtenir ce que je veux ou ce à quoi j'avais pensé. C'est comprendre pourquoi finalement ça se fait pas. Voilà. Et puis pour avoir été au Maine-Menant, il y a néanmoins une réalisation architecturale d'urbanisme, hein, d'espace public, où on peut s'asseoir. La façon dont sont faits les encadrements de bosquets fait qu'on peut s'asseoir aussi. Hein. Si on est vraiment la femme un peu fatiguée, on peut quand même poser ses fesses sur quelque chose. Donc voilà, on n'est pas complètement perdu dans un no man's land à la Défense. C'est le quartier qui a décidé. Hein. Pardon ? C'est le quartier. Oui, bravo. Enfin, c'est le Alors, pour le budget participatif, parce que je sais qu'il
il fait de la sémantique. On avait rencontré les gens de Belo Horizonte, au Brésil. Belo Horizonte, c'est la version édulcorée de Porto Alegre. Alors, vous vous rendez compte, ici les moules, avec les révolutionnaires anarchistes italiens qui étaient à Porto Alegre. Et à Belo Horizonte, c'est dans l'état de Minas Gerais, donc c'est un état riche, puisqu'ils ont les mines, et c'est des élus honnêtes. Même au Brésil, il y en a. Donc, on avait noué des contacts. J'ai découvert en cours de route, après, que les universités là-bas étaient religieuses. C'était partout des jésuites, des gens. Et les élus étaient tous des docteurs en droit, docteurs en médecine, donc des gens très bien. Et quand le maire de Belo Horizonte m'a amené un soir dans une des favelas, parce que même là-bas, ils ont des favelas, il a été parlé à des gens qui n'avaient rien. Et il voulait l'eau et l'électricité. Eh bien, il a passé toute la soirée. Il était professeur de médecine. Il est d'ailleurs mort après parce qu'il était très fatigué. Et moi, je disais, toi, on dit que tu écoutes les gens, que tu es gentil avec, mais alors lui, c'est Saint-Vincent de Paul. Pour expliquer aux gens pourquoi il n'avait pas l'eau tout de suite, pourquoi il n'aurait pas l'électricité tout de suite. Vous vous rendez compte ? Et il m'a expliqué qu'il donnait une part du budget pour les quartiers. Et évidemment, le conseil municipal gardait les décisions. C'est lui qui doit approuver la dépense. Alors, quand je suis rentré, j'ai vendu ça à mes amis. Et aujourd'hui, 10% du budget est géré par les quartiers. Et ça marche pas mal. Alors, si vous avez encore des idées, ce qui me semble votre cas, il faut les faire passer en conseil de quartier. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a les petits qui interviennent, il y a les assistantes maternelles, vous voyez, enfin des gens tout petit niveau, elles seraient presque en gilet orange, gilet jaune, et c'est des gens qui apportent des choses. Je me rappelle dans le quartier Madol, les ingénieurs avaient repris de l'Haussier. Quand je suis arrivé, c'était l'émeute. Ils avaient fait un terrain de boules. Et les nourrices, elles s'en mettaient, on dit, on n'a jamais demandé un terrain de boules dans ce coin-là. Nos gosses, ils ne savent pas jouer aux boules. On avait fait un terrain de boules fasciste. On l'avait imposé à tous les gens. Ça ne servait à rien, cette connerie. Mais pour expliquer ça à des ingénieurs, vous savez, actuellement, Macron, il a des problèmes avec qui ? Avec Bercy. C'est bien fait pour sa gueule. Il a donné toute la France à Bercy. Alors maintenant, vous avez vu, qui est le patron ? Ce matin, je faisais une émission toute la matinée avec les grands journalistes. Dans Le Point, il pose la question. Là, cette fois, c'est lui qui est confronté à Bercy. Mais c'est lui qui a mis Bercy en place. C'est les pires, Bercy. C'est les pires. Ben, quand je me rappelle, moi, Pompidou, il venait lui aussi de la banque Rothschild. On ne savait pas d'où il venait. Mais il a été un bon président. Il écoutait les gens. Aujourd'hui, on nous a collé Bercy. Nous, ici, il nous pique cette année 40 millions. Et l'an prochain, 40 millions pour quoi faire ? C'est pas la peine qu'on fasse venir des emplois et autres si on nous pique le pognon pour le mec, je sais pas où. Donc, il faut que les gens s'expriment. Dimanche, j'ai rencontré les Gilets jaunes. Ils arrivaient à pied de Bordeaux, et puis ils allaient au Saint-Valide ou je sais pas où. Donc, je leur ai payé un café. Je suis pas suspect de me faire élire par les Gilets rouges. Il n'y en a pas. Les Gilets jaunes. Il n'y en a pas. Dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas de gilets. C'est quand même marrant. Et le plus malin... Il n'y a pas de rond-point, alors ? Non, il n'y a pas de rond-point. Entre nous, les ronds-points. En tant que maire, je trouve qu'il n'y a pas pire connerie que les ronds-points. Ah, ça, c'est... Alors là... Il y a même eu un prix du plus laid rond-point, n'est-ce pas ? Ici, il n'y a pas de rond-point, ça sert à rien. La maladie des ronds-points, c'est né de la décentralisation. Oui, mais bien sûr. C'est la décentralisation qui fait qu'on a été obligé la course à la connerie. D'autres connexions géographiques dans l'aire urbaine. Ça m'emmerde tout le monde. Voilà. Mais ça a fait le bonheur de la DDE. Oui, on donnait des primes. Mais dès qu'il y a une connerie. Et donc, il faut encore prendre la parole. Madame a raison. Mais dans les réunions de quartier, ça marche très bien. Vous avez plusieurs de mes collègues ici qui y sont. Et moi, j'admire le travail, la patience, etc., des gens qui... Et on fait ça. Par exemple, la piscine Feng Shui, c'est une idée complètement con du maire. Bon. Oui, mais 130 000 personnes par an, ça marche très bien. Parce que les gens, aujourd'hui, ils ont passé le moment de Manodou avec les piqûres dans le cul pour les performances, et ils aiment l'être, le bien-être. 130 000 personnes qui vont à la piscine Feng Shui, construite par 2 jeunes Marocaines. Vous vous rendez compte ? C'est toutes
l'animosité qu'on peut avoir contre. Elles en font partout maintenant d'ailleurs, tout le monde vient leur demander, ils en font une à Châteauroux, j'ai vu ça. Donc, des gens comme notre ami Desfarges, c'est des provocateurs, parce que là, je l'ai entendu plus virulent. Et il faut des gens comme ça. Il est surtout un accoucheur. Et il faut que les gens n'aient pas peur, alors il les rassure, il les flatte, et comme ça les gens s'expriment vraiment, comme notre ami qui est venu parler. Il a traversé tout Paris pour venir parler. Ça lui fait du bien, on lui présentera la facture après, non remboursée, mais il va rentrer content parce qu'il s'est exprimé. Tous ces gilets, regardez les pauvres, moi j'écoutais ces gens, c'est vrai quand ils vous disent, ma femme et moi on travaille, on gagne 1200 €, on a 2 gosses, on n'y arrive pas. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors il faut moi je respecte les gens, et surtout ceux qui s'expriment. Tout à l'heure, Fabienne parlait de mon avis citoyen. Sur la ville, il y a 950 startups. Mon objectif, c'est de les intégrer chez Capgemini, chez ICAD, chez Orange. C'est les grands sièges, chez Microsoft. Il faut que ces gosses, ils dépassent le stade de la start-up, et puis après, les petits sous de Tata Émilie et du grand-père, parce que c'est comme ça, il faut qu'ils sortent de ça. On a 2 maisons next door sur la ville, créées par Bouygues, qui marchent très bien. Mais il faut qu'on leur donne les vrais débouchés. Il faut qu'ils deviennent ce qu'on appelle des licornes. Et il y en a une, mon avis citoyen, chez nous, ils ont interrogé 11 000 personnes. Alors, 11 000 personnes, ça commence à compter comme sondage. Hein. C'est pas du journal du dimanche. Et ça vaut la peine. Et Fabienne vous le disait, 93% des gens disent qu'ils sont heureux sur la ville et qu'ils conseillent, ils préconisent la ville. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que sur la ville, il y a beaucoup de nouveaux habitants. Et malheureusement, ils viennent de Paris. Parce qu'à Paris, c'est pas très propre, qu'ils nous disent les gens. Parce qu'ici, il y a des vraies écoles, il y a un centre de loisirs, il y a des crèches. Ce que veulent aujourd'hui, parce qu'il ne vous l'a pas dit encore, mais dans le processus décisionnel, aujourd'hui, c'est les femmes qui décident. Ici, sur la ville, c'est elles qui choisissent. C'est elles qui disent, on ira là ou on ira là. Mais dans le cœur de ville, on a atteint les 17 000 € le mètre carré. Hein? Alors, même s'il y a moins 15% pour les habitants de la ville, parce qu'on est des démagogues responsables, eh bien, c'est les femmes qui décident. Et qui disent, ici, il y a les services qu'on veut, et les gens sont affolés par la disparition des services, et pas seulement en province. Aujourd'hui, dans beaucoup de villes, il y a pas. Nous, on a 3 médiathèques, vous vous rendez compte, 4 librairies sur la ville. Ça, c'est quand même formidable. Ça marche très fort. Hein. Mais c'est aussi le niveau culturel des gens qui font des choix. Ils payent plus cher de loyer et de crédit parce qu'ils veulent que leurs enfants aient une éducation totale et une culture. Là. Et c'est avec des gens comme notre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Pour les entreprises, c'est pareil. Oui. Oui, alors les entreprises, c'est très amusant. Par exemple, Canal+, ici, ils sont fixés à cause du théâtre. On leur a donné des locaux pour faire du théâtre, alors ils sont là. Ils ne veulent plus partir dès que ça bouge, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, hein, Canal. La corrida de Noël, j'étais tout à l'heure au vœu de l'ambassadrice de Suisse à l'hôpital suisse. Eh bien, elles ont fait une équipe pour la corrida de Noël, les petites infirmières. Elles ont couru, toc, 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 et elles ont eu un prix parce qu'elles étaient je ne sais pas combien. C'est pas évident que dans un hôpital, même privé, on court pour faire un prix. Et une partie va à mécénat cardiaque, etc. Vous voyez, tout l'argent est réparti. Mais c'est quand même marrant. Les gens de Free, les gens de Orange cavalent aussi pour faire de l'argent là-dedans. C'est courir ensemble, vous vous rendez compte? On a quand même 11 000 Père Noël qui ont couru l'autre dimanche, avec des gosses. Hein. Bon, à vous. Dites donc, c'est pas un de nos robots, ça. Hein. Non, c'est un Playmobil. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, c'était pas pour... Je suis là. En fait, c'était par rapport au lapsus. Vous avez tout à l'heure parlé des objets connectés. Vous avez évoqué, sauf erreur de ma part, 30 millions d'objets connectés. C'est 30 milliards en 2020. Merci. Voilà. Mais en tout cas... du métier.
Oui, un peu. Pour donner écho à votre brillante intervention, il y a un phénomène aussi qu'on peut citer, c'est les meet-up. Les meet-up, c'est un phénomène en pleine explosion. Et là, effectivement, on a ce besoin de rencontrer. Alors, les meet-up, ce sont différentes thématiques auxquelles on s'inscrit sur une application smartphone. Et en fait, là, on rencontre physiquement des gens qui sont dans des mêmes, j'allais dire, intérêts, en fait, des centres d'intérêt, que ce soit technologique, mais il y a des meet-up de tout type. Tout à fait, les meet-up, c'est des sortes de tiers-lieux éphémères. Voilà. Et donc ça, c'est un phénomène où on a ce besoin de rencontrer physiquement des gens. Alors, la question que j'ai, moi, c'est par rapport à... Vous travaillez ? Pardon ? Dans quelle boîte vous travaillez ? Chez Sopra. Voilà. La question que j'ai, c'est par rapport à la jeune génération. Vous avez parlé tout à l'heure qu'effectivement, la jeune génération, elle est dans cet échange, dans ce collaboratif. Moi, j'ai une vision un peu plus pessimiste pour avoir 3 enfants. Et je trouve effectivement que il y a plutôt un repli sur soi par rapport à leur attitude vis-à-vis des écrans. Et effectivement, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, entre la vue, j'allais dire idéaliste que vous avez présentée de cet aspect collaboratif et moi, ce que je constate en tant que parent, plutôt un repli sur soi plutôt qu'une communication positive. Alors ça, c'est encore un autre sujet, c'est un sujet en soi, mais je vais vous répondre. Parce que là, moi, je viens vraiment des cultures numériques. Je vous parle de ville aujourd'hui, mais mon origine, c'est Internet, c'est les numériques. Dans toute technologie, il y a le pire et le meilleur. Dans toute technologie, toute technique, il y a le pire et le meilleur. Si vous prenez le nucléaire, il y a la bombe nucléaire, mais il y a aussi l'autonomie énergétique française produite par De Gaulle. Vous voyez, alors, il y a un très grand philosophe, un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler, qui parle de pharmacome. Donc c'est une idée platonicienne de Platon, qui dit que dans toute technique, il y a à la fois le remède et le poison. Donc tout ça est une question de dosage. Est-ce que les jeunes générations, à cause du numérique, se replient sur soi ? Moi, je vous dirais oui et non. Alors, oui, pourquoi ? Oui, parce qu'il y a l'idée de l'immersion dans le monde numérique, dans le monde virtuel, qui est permanente et qui est leur culture. Mais je vais vous donner un exemple. En ce moment, on voit émerger, il pourrait y avoir ça ici à Les Moulineaux un jour, des écoles de pilotage de drones. Des écoles de pilotage officielles de drones civils. Vous savez qu'aujourd'hui, pour piloter un drone, il faut un diplôme, c'est juridiquement extrêmement cadré, et les maires vont commencer à se poser le problème. Les drones ne sont pas que militaires, ils permettent de contrôler une ligne à haute tension, d'aller... c'est pas simplement le drone qui surveille l'humain. Les drones sont des outils qui vont être disponibles. Par exemple, vous avez des projets de drone ambulance. Plutôt que d'acheter 2 hélicoptères pour un CHU qui coûtent des fortunes, on va en acheter un, et puis le deuxième qui servait qu'à transporter des organes vivants et des médicaments, on va le remplacer par un drone. Il se trouve que les jeunes générations qui s'inscrivent à cette école de pilotage de drones sont les mêmes à qui on disait 10 ans avant, tu es toujours derrière ton joystick, derrière ton interface, là, tu feras jamais rien, tu ne t'intéresses pas aux autres. Eh bien, ces gens-là, les mêmes, à qui on disait tu n'arriveras à rien dans la vie, sont aujourd'hui porteurs des nouveaux métiers, des métiers du XXIe siècle. Et le salaire moyen d'un pilote de drone, c'est le même qu'un pilote d'avion. Donc c'est pour vous dire que le rapport aux technologies chez les jeunes générations, il est de notre responsabilité de les orienter vers des visions positives de ces objets. Mais ça veut dire qu'aussi, nous, on a conscience que ces outils, ces interfaces, sont les outils de demain, sont leurs outils comme nous, on a eu le marteau, la perceuse. Eh bien, eux, leurs outils, c'est les interfaces, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on n'en a pas parlé, ce serait un beau sujet ici. Attention, ce n'est pas la réalité augmentée, c'est qu'on est dans un univers 360 degrés. Eh bien, par exemple, la réalité virtuelle, c'est une chose qui se fait aujourd'hui en archi. En architecture, un architecte qui produirait un bâtiment ici à Les Moulineaux, s'il utilise la réalité virtuelle, va pouvoir faire visiter le bâtiment à monsieur le maire, en 3D, avec son casque, avant même qu'il soit construit.
Bon, ben, les gens qui développent la réalité virtuelle, les univers 3D, qui ont aujourd'hui 35 ans. Hein? À 15 ans, ils étaient où? Derrière les machines. Donc vous voyez, le rapport est paradoxal. Par contre, mettre des limites, construire une éthique, protéger les plus fragiles, s'occuper de ce qui se passe sur Facebook dans la manipulation de l'information, ça par contre, ça moi j'y tiens, on n'en parle pas assez, mais les fake news, c'est vraiment un vrai sujet. C'est vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire, non, Internet ne raconte pas la vérité. Vous me direz, les grands médias aussi. Ce qui est vrai. Mais non, Internet ne raconte pas la vérité. Et la vérité, c'est dans le croisement des sources. C'est dans apprendre la distance critique aux jeunes générations, mais même à vous. Apprendre la distance critique par rapport à une information qu'on lit. Je veux dire, il y a les élus, par exemple, qui ont, ne serait-ce que je prends juste l'exemple des élus, mais je pourrais prendre d'autres types de professions, de corporations, des élus à qui, de droite comme de gauche, on raconte absolument tout et n'importe quoi sur eux. Et on ne sait plus où est la vérité, d'ailleurs. Ni la vérité, ni le mensonge. Donc, votre question, elle est énorme, c'est comme la question de monsieur, hein, donc la question d'altérité dans l'histoire de la philosophie, hein, c'est juste de Platon à Kant. Et puis vous, la question de rapport à la technique. On voit bien que c'est que des questions philo, d'ailleurs, regardez bien. Ce qui vous fait réfléchir, là, finalement, c'est des questions philosophiques. Ou politiques, mais c'est pareil. C'est la question du rôle de la technique dans nos sociétés. Et là, on est éminemment responsable, nous, vieux. On est éminemment responsable dans la politique d'éducation, ici, il y a eu, je dois le remarquer, hein, il y a eu le Cube, qui a été, à l'époque, alors là, pour le peu, parce que moi, je suis dans le numérique, je peux en parler, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est normal, une structure, elle vit. Mais le Cube, ça a été ici une structure d'innovation dans la médiation numérique, la médiation auprès des populations, unique en France. À l'époque, c'était unique en France. Après, il y en a eu d'autres. Mais là, effectivement, c'était très précurseur. Donc voilà, ma question. J'ai pas de réponse, en fait, à votre question. Non, mais ce qu'il y a d'important de noter, parce que moi, j'ai effectivement, l'une de mes attitudes pour travailler dans ce métier-là, ça a été d'interdire. Et en fait, c'est la réponse que j'ai eue de mes enfants, c'est que mais tu nous tues notre identité numérique. Donc, c'est effectivement pas la bonne solution. Et il y a vraiment cette génération-là a deux identités, une identité physique et une identité numérique dont on ne peut pas la couper. Si vous voulez, moi j'ai un petit garçon de 9 ans. Il est interdit de machine toute la semaine. La Switch, l'ordinateur, il manipule tout. Hein. Il manipule tout, il joue à tout. Évidemment, avec un père qui vient du numérique, forcément. Il ne touche pas aux machines du lundi au vendredi 16h30. À partir de 16h30 vendredi, jusqu'au dimanche soir 20h, c'est la folie. Et là, je le laisse parce que c'est les métiers de demain, c'est les outils de demain. Vous voyez. Et donc, je trouve que tout est une question de mesure, en fait. Hein, c'est Saint Bernard de Clairvaux, j'aime bien Saint Bernard de Clairvaux, théoricien de l'ordre cistercien, bien que je sois athée, qui disait que l'abstinence est beaucoup plus difficile la tempérance, c'est plus difficile que l'abstinence. C'est-à-dire que l'abstinence, c'est qu'on arrête de fumer, on arrête de boire. La tempérance, c'est de dire, et ça c'est la classe, je fume 1 cigarette par jour, je bois 1 demi-verre de grand vin, et ça c'est très très difficile, la tempérance. Vous voyez, et donc c'est ça qu'il faut trouver, cet équilibre dans la tempérance. Voilà ce que je vous dirais. Énorme. Appuyez sur le... Voilà. Ok, bon, je pensais parler suffisamment fort. Pour rejoindre les interrogations ou la discussion sur la contribution donc, des citoyens au débat sur la ville, et on y arrive, GPSO déploie depuis 1 mois, pour le plan climat, l'application Voûteur. On n'est pas encore très nombreux à y avoir répondu. Je viens de regarder, il y en a une centaine à peine. Donc l'application Voûteur vous pose des questions sur la mobilité, sur l'économie circulaire, le tri des déchets, etc. Et donc toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a un questionnaire qui arrive et qui permet donc aux gens de répondre et de confronter leurs réponses avec les autres répondants. Ça me semble un excellent exemple de démocratie, peut-être pas directe, mais en tout cas participative. C'est ce qu'on appelle un outil de civic tech.
Mais oui. je vais vous faire une remarque. Je travaille pour la CNAF. Oui. D'accord ? Je suis en train de faire une expérimentation nationale, toujours à Guéret. Tout à fait. Et donc je travaille pour, en ce moment j'ai une mission pour la CAF de Guéret. Comme par hasard, pourquoi à Guéret ? Parce qu'il y a la quincaillerie. Et qu'un tiers-lieu, il pollinise son territoire des nouveaux modèles. Il le pollinise. Et donc cette CAF, on fait une expérimentation, on essaye de repenser l'accueil, c'est-à-dire là on est vraiment dans un travail sur le service public, l'accueil d'une CAF. L'accueil, c'est quoi l'accueil ? On sait très bien que tous les guichets vont disparaître. Les guichets, ils sont nés au 19e siècle avec les banques et les chemins de fer. Les guichets, à cause de la dématérialisation des services publics, ils sont en ligne, vont disparaître physiquement. Et dans 20 ans, il n'y aura plus de guichets. Je crois que c'est la Société Générale, l'année dernière, elle a annoncé la fermeture de 400 agences, banques en ligne. Donc ça, c'est très bien, ces outils numériques, y compris dans la Civic Tech. Seulement, moi, la CNAF m'a donné un chiffre statistique. 18% des allocataires CAF ne savent pas allumer un ordinateur. Attention, je ne parle même pas d'Internet, je ne parle même pas de mobile, je parle d'allumer un ordinateur. Et donc, là, il y a fracture numérique. Et attention, cette fracture numérique touche autant les gens riches, ça ne touche pas que les gens en nécessité. Vous avez, moi je me souviens avoir rencontré un directeur de clinique qui émargeait à 20 000 € par mois, et il avait complètement loupé le tournant numérique. Grave pour sa clinique, très grave. Et bien lui aussi, il était touché par la fracture numérique. Hein. Et du coup, je me dis que justement, pour revenir sur mes tiers-lieux, ces tiers-lieux sont des outils d'aide. Donc moi, je suis complètement d'accord pour ces outils Civic Tech. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Hein. Ça, c'est à analyser. Mais attention, n'oubliez pas qu'il y a 15-20% de la population qui sont hors de ce monde. Hors de ce monde. Vraiment hors de ce monde. Mais ils doivent déclarer leurs impôts. Absolument. Absolument, monsieur le maire. Ici, on a fait un passeport pour le 3e âge. Financé par la région, d'ailleurs. Et ça ne touche pas que les populations les plus pauvres, vous voyez. Une veuve qui a 200 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux et qui vient qui est descendante d'une famille industrielle, elle doit déclarer ses impôts en ligne. Eh bien oui, mais comment elle fait ? Vous voyez ? Donc s'il y a un tiers-lieu, un lieu collaboratif, participatif, avec de l'intergénérationnel, eh bien là, on peut imaginer... à commencer par le maire. À répondre. Allez, encore une ou deux questions, là. Oui, pour rebondir sur votre application du smartphone, moi j'ai fait l'expérience aussi de déconnexion par moment. On peut choisir aussi par ras-le-bol, par différentes choses, ou burn-out, je ne sais quoi. Donc il peut y avoir des moments de vie où on décide de déconnecter. Absolument. Et donc à ce moment-là, on aimerait ne pas être déconnecté de toutes les réalités. C'est une forme d'hygiène. Ça peut, voilà, c'est comme votre enfant, Moi, se met quelques jours par semaine. Voilà. Ouais. Et moi, ce qui me pose question, et c'est la même question que l'histoire du grand débat. C'est-à-dire qu'on se met en route, on va y aller. Moi, j'ai participé aux histoires de Grenelle d'environnement. On a bossé comme des dingues, justement, bénévolement pour contribuer. Donc, on est plein dans les assos partout à savoir et à aimer contribuer. Mais c'est même pas expliqué dans le grand débat. Et là, nous, on a cette responsabilité, si on veut mettre des choses en place ici, d'être innovant là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Comment on peut informer chaque citoyen pour donner une garantie que la contribution est écoutée ? C'est le grand souci actuel. Donc aller dans le conseil de quartier, oui. Comment ça va arriver jusqu'à la table, peut-être, du conseil municipal, s'il y a besoin d'une décision, comme vous disiez, la décision, elle reste à l'endroit où elle doit être, mais de façon démocratique. Comment on a cette garantie ? Et c'est bien ça la question de beaucoup de citoyens, gilets jaunes ou pas, c'est « je veux bien faire », comme vous disiez, les Français ont de la bonne volonté pour s'y mettre, et même dans le froid sur les ronds-points, et quand même bravo, parce que bon, c'est pas évident. Eh bien, après, on en fait quoi et quelle garantie de transparence ? Est-ce que nous, on peut être innovants ici dans une gestion contributive et non pas participative des mesures, soit sur smartphone si on a les outils, soit sur les conseils de quartier, sans négliger les 18% qui vont peut-être mettre la feuille de papier dans le conseil de quartier. Pour rappeler l'histoire des stationnements, qui sait on avait rigolé là-dessus, j'avais dit à M. Santini, est-ce que je continue à faire le trottoir ou est-ce qu'on se met à bosser sur ces tarifs de stationnement ? Et j'ai fait le trottoir pendant des matinées entières pour aller de maison en maison. Et ça a beaucoup touché les gens qu'on puisse faire cela, qu'on puisse prendre le temps de faire cela. Bon, évidemment, c'est un peu des vieux là, ou chez nous, mais enfin, c'était plus adapté. Mais voilà, comment on peut garantir ça ? Que la contribution va être écoutée, va servir, va être un véritable outil de travail, et qu'ensuite on va faire cette décision
finale. C'est ça mon Alors, questionnement. on a un petit déjeuner demain matin avec le préfet parce que tout le monde veut gigoter. Ils veulent tous récupérer. C'est une affaire d'État. On va parler, on sait par mon avis citoyen, que les questions, ça va être l'ISG, ça va revenir, la fiscalité et tout. Ça échappe donc aux communes. Nous, on a confié ça au Conseil économique et social. Il y a des dizaines de gens, c'est une ancienne proviseure qui préside, impartiale. Donc, on va lancer ça en février et tout le monde pourra venir et on leur garantit que leurs papiers seront transmis à l'autorité centrale. Alors, moi, je suis très ami avec Falque Pierrotin, la présidente de la CNIL, qui est une femme remarquable. Je ne sais pas si on va réussir à la faire venir parce qu'elle est dans les référents. Donc, elle est peut-être un peu bloquée. Tout à l'heure, j'avais presque envie de piquer l'ambassadrice de Suisse. Parce qu'eux, ils ont une grande expérience de la votation. Et puis, c'est une femme modeste. Enfin, vous voyez, il faut rassurer les gens, vous avez raison. Alors, on va donc faire une réunion ici, organisée, encore une fois, par le Conseil économique et des gens autonomes. Nous, on ne prendra pas la parole. On vous laisse totalement la parole. À l'arrivée, que vous fassiez bien votre rôle, parce que vous en avez l'habitude, mais à l'arrivée. Non, on ne pourra que transmettre. Moi, demain, je dis ça au préfet, et on transmet à l'autorité. Hein, on a des correspondants. On ne va pas servir de haute secours à Macron. Hein, il a envoyé péter les élus. Ça va comme ça. C'est clair. Et au moins sur notre contribution, là, c'était le grand débat. Vous nous avez rassuré sur la partie qu'on se doutait bien que vous alliez faire correctement. Mais sur ce qu'on veut faire là, localement, notre contribution citoyenne pour la vie d'Issy-les-Moulineaux, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour nous garantir? C'est les conseils de quartier comme base. Et les conseils de quartier. Avec de l'argent. Oui. Vous avez de l'argent. À Paris, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oh, puis ils ont bien muselé. Hein. Oui. J'en ai fait. Hein. Ils ont combien Là, ils sont... Par des 3 par. On en a reparlé hier. Plus. Combien ils ont? Non, ils ont beaucoup d'argent. C'est au moins 15% du budget. C'est pas mal. Ah, chez nous, vous voulez dire ici, oui. Pour répondre à votre question sur les conseils de quartier, tout remonte. Il y a des comptes rendus, pour parler clairement et savoir comment les choses fonctionnent, il y a des comptes rendus, ça remonte, les décisions se prennent et les informations remontent. Ça, c'est la transparence dans ce sens-là, c'est-à-dire dans la garantie que le contenu arrive dans la bonne enveloppe, au bon endroit. Oui. Mais après, comment on peut être transparent, peut-être filmer un conseil municipal qui traite de ça, je ne sais pas, il faut trouver des moyens justement modernes ou des applis qui renvoient l'information pour que le citoyen puisse voir, entendre qu'il est entendu au lieu de décision. Le lieu de décision, c'est le conseil municipal, logiquement. C'est l'obligation. Je vais vous donner mes coordonnées, vous allez aller à votre conseil de quartier, je pense qu'ils seront ravis de vous accueillir et voilà, ils vous expliqueront. Mais en tout cas, c'est un lieu, on va conclure sur les tiers-lieux, mais qui existent. Hein. Il peut en exister d'autres et on peut développer. En tout cas, je voudrais qu'on puisse applaudir à nouveau Pascal Desfarges. Merci beaucoup. Vous rappelez également notre prochain rendez-vous mercredi 13 février à 20h ici même. Et puis nous allons pouvoir continuer à échanger ensemble autour d'un verre au rez-de-chaussée. Le 13, c'est sur Victor Hugo avec Jean-François Kahn, quand une vie privée vous transforme en homme public. Merci beaucoup. Venez.